Chers amis, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Ce soir, notre invité est médecin, anesthésiste, réanimateur. Son nom, Dr Mahmoud Arwa. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, ça, c'est votre métier, c'est le social. Nous n'allons pas en parler. Bien qu'il soit étrange qu'il y ait en même temps anesthésiste réanimateur, je sais que c'est comme ça, qui est le vrai titre de votre fonction, mais par jeu de mots, je dirais que heureusement, parmi tous vos écrits, parce que vous êtes féru d'écriture, on va citer les différents titres que vous avez écrits avant celui dont nous allons parler, Un ange chez McDonald's, paru aux éditions Bardadi. C'est que, heureusement que vous ne nous anesthésiez pas avec vos écrits, mais plutôt vous nous réanimez avec la flamme de votre poésie, de vos nouvelles, ou de vos romans, ou même de vos essais. Je vais les citer si vous me permettez. D'abord, vous avez commencé par de la poésie, n'est-ce pas ? Et puis, Fenêtre sur rêve. Ensuite, des nouvelles, comme un boomerang. Et L'enfant qui ne pleure jamais. C'était aux éditions Lazare et Lapter. Là, c'est roman, donc. Et puis un essai sur, évidemment, ce qui vous passionne, ce qui est plus proche de votre métier, Ibn Rushd, le médecin. Alors, retrouve-t-on cette passion qui est en même temps celle de votre métier, celle de l'écriture dans Un ange chez McDonald's? Oui, puisqu'on va voir que le personnage principal, Hans, est un chirurgien, un neurochirurgien, à qui il va arriver une très, très étrange, très mystique, très fantastique histoire. Alors, première question avant que nous abordions les différents personnages. Vous n'avez pas beaucoup de personnages, disons 7-8 personnages qui vont être l'essentiel de la structure de votre roman, mais vous avez choisi d'instaurer, d'installer votre roman, la trame de votre roman, en Allemagne. Ce qui est quand même peu courant, je dirais, dans la littérature algérienne d'une façon générale, et principalement entre deux villes, Bonn et Köln, qui est en français Cologne. Bonn, qui était l'ancienne capitale fédérale quand il y avait deux Allemagnes, et que ce n'était pas Berlin qui était la capitale de l'Allemagne réunifiée. Alors, pourquoi l'Allemagne ? En fait, c'est une histoire universelle, elle peut se passer n'importe où. Mais pourquoi en Allemagne, c'est l'idée du roman m'est venue quand j'étais en voyage en Allemagne. Il y a quelques années, avant d'écrire ce livre, j'étais de passage, j'allais de Bonn à Cologne par le train. Donc quand je suis sorti de la gare, je suis passé devant le fast-food et j'ai vu une jeune fille qui était habillée en ange. Tout était en blanc, ses cheveux, les yeux et les ailes, tout le tralala, et qui est rentrée dans le fast-food. Dans un fast-food, c'est chez McDonald's. Oui, alors le titre. J'ai eu tout de suite le titre. J'ai dit, Un ange chez McDonald's pourrait bien être un beau titre de roman. Ouais. Mais je n'avais aucune idée du livre, de ce que j'allais écrire. Alors, c'est-à-dire, il faut expliquer pourquoi elle était habillée en ange. C'est-à-dire, vous savez que dans les grandes places publiques touristiques, il y a beaucoup de saltimbanques, de comédiens, d'artistes qui se déguisent, qui prennent la poche d'une statue de marbre et les gens viennent se photographier avec eux et tout ça. C'est pour gagner un peu d'argent. Et ils ne bougent pas pendant des heures. Pendant quelques minutes et le temps. Alors, et là, ça se passe vous savez que dans la ville de Cologne, il y a une grande cathédrale qui est bien connue. C'est la fameuse cathédrale de Cologne. Oui, c'est la grande cathédrale avec une grande place touristique où il y a beaucoup de gens qui passent. Et dès qu'on sort de la gare,
la gare de Cologne, on trouve il y a tous les fast-food, et juste on monte les escaliers, on trouve la grande place et l'immense bâtisse. Non, mais je ne voudrais pas être indiscret, Mahmoud Aroua. Mais quand même, là, dans le livre, donc, ne me dites pas que vous avez passé un séjour touristique d'une semaine en Allemagne. Non. En fait, non, parce que, vous connaissez les us et coutumes allemandes. En fait, je connais bien tous les lieux qui ont été cités dans le livre. Je les ai. Je n'ai pas seulement les lieux. Vous connaissez même les petits déjeuners allemands. En fait, je suis allé plusieurs fois. Presque, à un moment donné, presque chaque année, je partais en été. Et j'ai une tante qui habite là-bas. Et je la salue au cas où elle regarde l'émission. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai été en été pendant une semaine, 10 jours, 15 jours. C'est pour ça que je me suis un peu habitué au lieu. Parce que vous dominez quand même la langue germanique. Pas beaucoup, non. Je ne parle pas beaucoup. J'aimerais bien dominer une langue étrangère comme celle que vous dominez. Je veux dire là, pour la langue, non, je fais plutôt anglais, je ne suis pas fait pour mais des bribes de discussion, bien sûr, mais pas... Vous avez une bonne carte de géographie de l'Allemagne. ou beaucoup de cartes postales, parce que ce n'est pas possible. Bon, c'est... D'accord, c'est... Vous avez été marqué par cette scène, donc, qui est réelle, et de là est parti une sorte d'imaginaire complètement fou, où vous mettez en scène cette quête absolument extraordinaire d'un homme, Hans, encore une fois, qui est lui-même neurochirurgien, un jeune qui habite à Cologne, à Bonn, pardon, et qui va perdre celle qui va devenir sa future, Alicia, dans des circonstances très dramatiques, je dirais un peu bébête, hein, puisqu'elle va faire du pédalo sur un lac avec son amie Julia, qui est son amie d'enfance. Hein. Elles sont toutes les deux doctorantes en histoire. Et puis, le temps est beau. Puis on va se faire une petite balade en pédalo. Puis tout d'un coup, le temps change comme ça, d'un seul coup. Elles sont frappées par la foudre. Et cette Alicia... qui est l'héroïne principale au début de votre roman, va se retrouver projetée à l'eau et coulée à pic, et dont on ne va jamais retrouver le corps. Et lui, Hans, évidemment, est complètement désespéré. Il ne peut pas accepter cette perte à peut-être quelques jours de la décision de son mariage avec Alicia. Il va entrer dans une profonde détresse. Alors pourquoi la foudre? Parce que j'ai remarqué quand j'étais là-bas en été, il y a souvent des changements de climat, il est très brusque. Très brusque. On a de la pluie, ensuite c'est le soleil, ensuite il y a des averses, de fortes averses, avec des orages plutôt, et de la foudre. Et il y a eu même des accidents qui ont été signalés. Oui, c'était pas le premier d'ailleurs. Il y a des accidents qui étaient réels, qui s'étaient passés en Allemagne. C'est pour ça que j'ai eu... D'ailleurs, j'ai introduit le livre avec le ciel germanique est versatile comme un enfant gâté. C'est la première phrase que j'ai mise dans le livre. Donc tout est basé sur ça, sur ce changement climatique brutal et qui fait qu'Alicia va perdre la vie. Mais ces changements climatiques, comme dans votre roman précédent, mais surtout dans celui-ci, on a bien l'impression que c'est la main divine qui intervient quelque part. Hein. Bon, c'est un phénomène naturel, certes, mais c'est quand même une décision divine. Hein. L'heure est venue pour cette personne-là, parce que sa copine Julia n'est pas touchée. C'est que Alicia qui va tomber à l'eau, qui va mourir, alors que tout le monde leur dit faites attention, n'allez pas faire du pédalo sur le lac parce que le temps peut être mouvant. Mais il a fallu que le pédalo s'accroche dans la végétation, on ne peut plus bouger, la foudre qui tombe. Et puis surtout, on ne retrouve pas son corps.
Ça, c'est important. C'est-à-dire que malgré toutes les recherches, même le copain de Hans, qui est un policier, va pousser les recherches le plus loin possible pour tenter de retrouver le corps, qui aurait pu, je dirais, atténuer la blessure et de la famille d'Alicia et de Hans. Non, il s'en remet pas. Il est dans un état de désespoir, il a des cauchemars, puis d'un coup il a des cauchemars répétitifs, itératifs, qui viennent petit à petit à quelques temps après la disparition de sa bien-aimée Alicia. Elle revient le voir dans des cauchemars, dans des rêves. Oui. C'est un appel au secours, un peu déguisé, mais il s'attache à ça. C'est-à-dire même quand le cauchemar va disparaître, il n'est pas content, puisqu'il dit que même si c'est un cauchemar, au moins il la voit. Il la voit, elle revient. Ah, ouais. Ouais, il se dit bon. Parce qu'il n'y croit pas pratiquement. Tant que le corps n'est pas retrouvé. Oui, bien sûr. Bon, ça, c'est la douleur de beaucoup de personnes qui perdent leur être cher. Et tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, il y a toujours une sorte d'espoir fou. Hein, il va plonger corps et âme dans son travail. Il va travailler des heures supplémentaires. Il va faire les gardes. Il va demander à ses copains de lui ramener toutes les gardes qu'il va faire. Il va assumer. Et ensuite, l'histoire va commencer quand une année est passée, quand il reste 10 jours avant la commémoration de la disparition d'Alicia. Ouais. Alors il décide de faire une chose. Il décide de rassembler ses amis et pour aller jeter des fleurs à l'endroit où elle est tombée. Mais c'est pendant ces 10 jours que tout va se chambouler, il va y avoir les événements, des événements qui vont s'entrecroiser. Il y a son patron qui part aux États-Unis et qui lui demande d'assurer une communication dans un congrès à Cologne. Et il doit rencontrer ses amis pour décider du jour de jeter les fleurs. Il y a aussi la rencontre avec l'ange, c'est un chassé-croisé où il va être bousculé à chaque moment. Et ça va créer un suspense intolérable, puisqu'à chaque moment, il part pour communiquer. Ensuite, il repart pour découvrir la vérité chez cet ange. Et tout ça fait que... Alors, c'est vrai que votre roman est structuré de deux façons différentes. Hein. C'est-à-dire, il va être structuré de la façon où il y a le prologue, où on explique un petit peu ce drame, vous expliquez ce drame, et puis tout d'un coup il va être daté au départ pratiquement jour pour jour, avant. Il y a 10 jours fatidiques. 10 jours. Tout va se passer durant ces 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer au bout de ce 10e jour? Je dirais, le 10e jour, c'est pratiquement minute par minute. Ouais. Hein, le temps court et on va voir... bon, on ne va pas dévoiler le final, mais il y a un timing très précis. Hein. Donc la fin de votre roman va être très accéléré. On va rentrer pratiquement, encore une fois, comme je l'ai dit dans mon annonce, on va rentrer presque dans une courte poursuite policière. On va voir avec qui. Mais ça n'empêche pas que vous introduisez des flashbacks. Bien sûr, pour expliquer un peu l'histoire, puisqu'elle se passe les derniers jours, les 10 derniers jours avant la commémoration. Et je vais raconter comment il a connu Alicia, la première fois, ce qui s'est passé avant. Alors, il se dit même à un moment donné, je me sens responsable de sa mort, parce que si jamais il n'y avait pas eu cette rencontre tout à fait fortuite, si je n'étais pas parti pour aller travailler, si tout d'un coup, et là encore, pareillement, c'est une glissade, on tombe, l'attaché-caisse se fracasse en deux, comme vous dites si bien, comme s'il y avait un coup de hache
qui le fracassait en deux. Les papiers se dispersent un peu partout, il pleut, tout ça c'est mouillé, trempé. Et il y a deux jeunes filles qui lui viennent en aide. Et ces deux jeunes filles, elles s'appellent Julia et Alicia. Et c'est là où tout débute. Leur rencontre commence ainsi. Et ensuite, c'est grâce à une petite carte de réduction qu'il la retrouve, même inopinément, puisque même s'il a cherché un moment, mais il n'a pas trouvé. C'est que par hasard, c'est elle qui est venue à lui. En allant avec sa copine. Mais il est tout de suite fasciné par elle. Elle sort d'un petit coup de foudre. Un petit peu au départ, mais ce qui le gênait un peu, c'est qu'il ait gardé sa carte de réduction et il a pensé que peut-être elle avait ramassé un peu de points pour acheter d'autres choses. Et il voulait la lui rendre. Mais c'est la deuxième fois, quand il l'a rencontrée à l'hôpital, qu'il a commencé un peu à s'intéresser à elle. Oh oui, il s'intéresse même bien à elle. Hein. Tout de suite, on discute un peu plus. Il y a un dîner important hein, où il y a un non-dit et une réponse claire. Un non-dit de sa part et une réponse claire d'Alicia. Dans sa tête, il se dit c'est la femme de ma vie. Et je crois que c'est le moment après qu'ils se soient vus, ils sont allés au cinéma, ils ont eu des moments de promenade, une sorte d'amour platonique comme ça qui se développe entre eux. Mais en tout cas, ils se sentent de mieux en mieux. Ils se disent bon, c'est ça, c'est l'un est pour moi et l'autre est pour moi. Et bon. Ce dîner presque aux chandelles, qui est le dîner classique, on va demander... Dans un restaurant japonais, je crois. Le jasmin. Oui. Et là, c'est là que... Mais on le saura que bien après, que va intervenir cet ange gardien. C'est-à-dire, si on prend comme point de départ que les anges existent et que l'ange gardien existe, donc c'est lui qui doit emmener l'âme d'un défunt vers le ciel, alors là, on peut imaginer qu'au moment du transfert de l'âme vers le ciel, il y a un bug ou un accident ou une entrave qui va gêner ce transfert de l'âme. On peut imaginer ça, c'est l'imagination. Et pour que les choses rentrent dans l'ordre, il faut attendre une année, c'est ce que j'ai fait dans le roman, une année, pour que les choses se remettent en place, pour que tous les éléments naturels se remettent en place, se rechargent et être prêts à un deuxième transfert, qui est le transfert final. Et vous dites... à la mort d'Alicia, il y a eu comme une sorte d'accro. Oui, c'est ça. C'était pas comme ça que ça devait se passer. Des circonstances ont fait que ça a été un peu brouillon. Oui, un petit grain de sable qui fait changer les événements. Il faut réparer ça. Il faut réparer ça. Et donc pour le réparer, il faut attendre une année pour que le transfert de son âme se fasse dans la paix, la joie, la sérénité, vers le divin, vers la paix éternelle, comme on dit. Mais il faut reconstituer le même moment, les mêmes conditions. S'il n'y a pas ces conditions-là, malheureusement, son âme va errer dans les limbes, ce qu'on appelle chez nous le barzakh, c'est-à-dire c'est l'âme est errante. Et c'est dramatique parce que au bout d'un moment, cette âme errante risque d'être happée par les forces du mal et de finir en enfer. Et de finir mangée par les forces diaboliques. Alors,
qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup, Hans, après un an, hein, tout bêtement, en allant manger un hamburger dans un fast-food, est attiré par une jeune femme qui est habillée en ange, parfaitement maquillée, symbolise la pureté d'ange. Tout à coup, il dit rien, il se dit, c'est bizarre, elle est maquillée, elle doit avoir un masque, etc. Mais il y a quelque chose dans sa démarche, dans sa façon d'être, peut-être dans son sourire, peut-être dans son regard, qui fait qu'elle me rappelle profondément quelqu'un. Et ce quelqu'un, évidemment, il est toujours dans sa tête, c'est mon amour perdu, Alicia. Il aperçoit vraiment quelques minutes. Hein, elle vient pour une transaction, c'est-à-dire elle vient donner les pièces de monnaie au serveur pour qu'il lui change les pièces de monnaie en billets de banque, hein, pour pas que ça s'alourdisse, parce qu'elle a un gros sac, parce que bien évidemment, quand elle fait son spectacle, je dirais, son spectacle immobile, tous les enfants sont là, donnent une petite pièce, les gens donnent une petite pièce, et ils sont fascinés par la prestation. Alors, incroyable, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous décriviez, l'ange, mais d'autres personnages qui sont sur la place, cette fameuse place de Cologne. Hein, je sais qu'il y a de tout, ça va je sais pas moi, d'un personnage de Marvel en passant par un Péniclé ou ce qu'on voudra, un Martien ou un personnage connu. On voit ça maintenant dans toutes les plus grandes métropoles du monde. Hein. C'est très classique. L'immobilité. Parce que les premiers gens qui ont créé cela, hein, ce côté statue humaine, hein, c'est l'immobilité. Généralement, ils créent ça. Si vous créez ça dans un petit village, dans n'importe quel pays au monde, je ne sais pas si ça aura beaucoup d'intérêt. Tandis que l'immobilité devant ce flux humain qui ne sait pas s'arrêter, parce qu'il est pris dans un tourbillon qui est la vie, le quotidien, aller faire les courses, aller chercher les enfants, etc. Et tout ça devient fascinant aux gens, parce que quelquefois il reste pendant 1 heure, 1 heure et demie, en faisant quelques rares mouvements. Sans bouger. Et ça fait aussi rappeler les personnages célèbres, les statues célèbres, comme des grands personnages. Mais lui, ce qu'il a Excusez-moi de parler un peu plus fort parce que je suis un peu dur d'oreille. Ce qui l'a intrigué, c'est surtout la ressemblance quand elle est sortie du fast-food. Ouais. Et là, il va la suivre et il va essayer de découvrir ce qu'elle... Au début, elle est réticente, elle ne veut pas être entrée en contact avec lui. Mais c'est après beaucoup d'efforts qu'il arrive finalement à discuter avec elle. Et là, ça va tout changer, puisqu'il va connaître la vérité quand elle va lui expliquer. Il va discuter avec elle, pas tout de suite. Pas tout de suite, non, pas tout de suite, bien sûr. Il fait des approches. Des approches, au début, c'est des approches stériles, et puis plus tard... ça va déboucher un peu sur la vérité, mais même cette vérité est parfois pas bonne à entendre, puisqu'il va connaître la vérité. Et là, il va se dire que si tout est perdu, au moins j'ai l'ange devant moi, même j'accepte même de rester avec l'ange, puisqu'il ressemble tellement à Alicia. C'est la copie conforme. Oui, c'est la copie conforme. Donc même quand elle va chez lui, il dit ça ne fait rien, mais je garde l'ange. Au moins c'est mieux que rien. Et moi j'ai le souvenir permanent qui est un souvenir vivant. En plus, elle a les mêmes attitudes, pratiquement. Exactement, oui. Hein, rien ne lui paraît anormal. En dehors du fait qu'elle lui dit je suis un être spirituel, un ange, et donc
ton monde et le mien n'ont strictement rien à voir. Pour elle, c'est de la compassion qu'elle a pour lui. Mais pour lui, c'est pas une relation entre humain et ange, mais c'est une relation. Elle, c'est de la compassion. Elle a de la compassion pour lui. Et lui, c'est une approche pour ce qu'il ressent, une image, ce corps qui est devant lui, qui lui rappelle sa fiancée. Oui, mais alors, Baron Darrois, pas votre formation, je sais. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée d'aller vers parce que c'est pratiquement une sorte de conte romanesque excessivement fantastique. Vous touchez un point où depuis la nuit des temps, je dirais, hein, qu'est-ce qu'on n'a pas pu écrire sur les anges gardiens, c'est-à-dire, on pense toujours qu'on a, tout d'un coup on vient d'éviter un accident de voiture de peu, on se dit, ah là, j'ai de la chance, mais heureusement que je dois avoir un ange gardien qui... C'est-à-dire, dans toutes les croyances, dans toutes les religions, on parle d'ange. Donc, généralement, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà une notion de l'ange, ange gardien ou autre. Et moi, comment je suis arrivé à l'ange, c'était pas prévu. C'est-à-dire, à partir du titre, je me suis posé des questions. J'essayais d'imaginer l'histoire au départ. Qu'est-ce que cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle peut être dans la vie? J'ai dit peut-être qu'elle est une étudiante qui peut gagner un peu d'argent en faisant la pause. Ou bien est-ce que c'est une migrante qui vient, qui est venue pour gagner aussi un peu d'argent? Son histoire au début ne tient pas la route. Oui, hein. oui, je suis d'origine roumaine. C'est ce qu'elle raconte. En plus, son nom, très franchement, Kim. C'est pas un prénom très roumain. Hein. C'est pour paraître allemande plutôt qu'elle a donné ce nom. Oui. Oui. Et c'est à partir de là où je dis, et si c'était un vrai ange, je me suis posé la question, si c'était un vrai ange, cet ange qui est déguisé en ange, alors le vrai ange qui descend sur terre, qui est obligé de rester une année, qu'est-ce qu'il peut faire pour rester? Qu'est-ce qu'il peut faire comme travail pour rester? Quel est le meilleur travail pour lui? C'est d'être un ange. C'est plus facile pour lui d'être un ange que de faire autre chose. Donc il va faire l'ange pour gagner un peu d'argent et attirer les touristes. Oui, mais quand on suit le roman de bout en bout, il y a des choses quand même qui m'ont un peu étonné. C'est que on va voir qu'il y a un ange maléfique, Suriel. Oui. Pour corser le tout. On va y venir, qui la surveille, qui lui, autant elle veut sauver Alicia, l'âme d'Alicia, et l'amener vers le ciel divin, autant Suriel attend deux choses, l'ange du mal. Il attend de pouvoir capter l'âme d'Alicia, l'amener dans les ténèbres, mais pas seulement. Il veut aussi, parce que si jamais elle ne réussit pas, excusez-moi du terme trivial, son coup, Kim, c'est-à-dire l'ange, l'ange du dôme, comme vous l'appelez, elle aussi, elle passera la casserole. Hein. Bien sûr, il aura deux pour un. Deux pour un. Ouais. Ben, c'est les deux cordes du diable, quoi. C'est les deux cordes du diable. Alors, mais parfois, elle a des attitudes. On peut penser, puisqu'elle est ange, elle peut avoir des pouvoirs très surnaturels. Elle peut en avoir, effectivement. Suriel en a beaucoup, puisqu'il peut se déplacer n'importe comment, n'importe où. Et puis, parfois, ça m'a paru excessivement étrange. Elle a des attitudes plus qu'humaines. Oui. Suriel est arrivé sur Terre 10 jours avant la commémoration de la mort d'Alicia. Et Kim, l'ange, est resté une année. Ouais. Donc elle a eu le temps d'étudier. Elle a eu le temps, donc elle a exploré son corps. Ce qu'elle voulait aussi, nous les êtres humains, on aimerait bien voir la Terre vue d'en haut. Et elle voulait, puisqu'elle était sur Terre, elle voulait voir la Terre vue d'en bas. Donc elle va essayer de goûter au mais elle va être comme un enfant, hein. Oui, oui.
le plaisir des enfants, tout ce qu'il y avait autour d'elle, les friandises, le fait d'aller acheter des friandises, des paquets, des sachets de chocolat, tout ça, d'écouter de la musique, d'aller dans une boîte de jazz. Du jazz. Elle va même danser dans une boîte de nuit. Alors on se dit, est-ce que franchement un ange, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, alors qu'encore une fois, l'image de l'ange et de l'ange gardien, dans toutes les religions, hein, quelque chose d'effectivement évanescent, sacré, on voit mal un ange envoyé par le divin. Le fait, je pensais, j'ai imaginé, le fait qu'elle n'ait pas réussi son transfert, c'est comme si elle avait baissé un peu de son rang d'ange. Donc elle va essayer de... Elle dit, j'ai fait des accros. Oui, quelques accros, mais qui vont changer tout l'avenir. Pour elle, c'était rien, un petit accro. Mais dans l'univers, hein, quand il y a un grain de sable qui n'est pas à sa place, c'est tout un chamboulement. Mais on a l'impression que l'autre personnage, le maléfique, Suriel, détient plus de pouvoir qu'elle. Il est le chef, il est le grand chef des anges maléfiques. Lui, il a beaucoup de pouvoir. Mais elle aussi, elle va être aidée par Hans. Et elle a ses pouvoirs aussi, c'est un peu différent de Suriel. C'est pas avec la méchanceté ou la violence, mais surtout avec l'intelligence qu'elle va essayer de contrecarrer les plans de Suriel. Est-ce que vous n'avez pas voulu, peut-être que je vais aller vraiment dans les lames, c'est le cas de les dire, vous n'avez pas voulu dire, l'ange du mal, Suriel, lui va utiliser toutes les potentialités du mal, puisqu'il est toujours plus facile de faire du mal que du bien. On va le voir dans votre roman, Haroun Darrois, qui ne va jamais utiliser l'appui de l'homme. Il va toujours s'appuyer sur ses pouvoirs. Il peut empêcher ça, il peut mettre des obstacles là, il peut créer une sorte de mort ou de vilain empêchement pour que la vie se déroule bien ou pas bien pour les amis de Hans et de Kim, alors que dans tout votre roman, Kim, l'ange du bien, elle, pratiquement, n'utilise pas de sorte de pouvoir surnaturel, et que pour elle, les pouvoirs surnaturels, c'est l'homme. C'est-à-dire, quand je dis l'homme, d'une façon générale, le côté bon, humain, moral de l'homme, et chaque fois, elle va demander de l'aide à l'homme. Alors que Suriel, pas du tout. On le voit à aucun moment donné s'acoquiner, je dirais, avec un malfaisant pour lui dire, tiens, profites-en pour m'aider, je sais pas, à ce que la voiture tombe en panne ou se fracasse dans un fossé ou que quelqu'un tombe malade ou enlève même un gosse. Non. On voit bien qu'il est... Lui, il est sûr de lui. Oui. Mais elle va demander des conseils. Elle va même elle va tirer même des plans sur la comète avec les autres. Et concocte des plans. Avec Hans, bien sûr. Avec Hans et ses amis aussi. Oui, avec Tino, avec Walter, avec sa copine Julia. L'ange, en général, par essence, il est bon. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire de mal. Et là, il va être... C'est pas parce que vous avez voulu poser la question, je ne sais pas, que j'extrapole, que Kim, comme c'est l'ange du bien, elle laisse la part aux hommes le soin du libre arbitre, c'est-à-dire
je m'adresse à des gens, s'ils sont vraiment bons, eh bien je tire, moi, ma pureté de cette bonté de l'homme. Alors que Suriel, lui, va mettre en place des plans machiavéliques en se disant, de toute façon, moi je n'ai pas besoin du libre arbitre des hommes, je tire mon essence, mes pouvoirs surnaturels, du mal pur, hein, qu'il soit ou qu'il ne soit pas dans l'homme. Kim, l'ange elle était sûre d'elle. Au départ, elle était sûre d'elle. Elle ne voulait pas faire intervenir les humains. Elle avait une mission à faire. C'était d'assurer un deuxième transfert de l'âme d'Alicia. Mais c'est au fil du temps, avec les événements qui ont changé, avec l'apparition de Hans, qui va la découvrir. En êtes-vous sûr? C'est pour ça qu'il y a eu le... Mahmoud, oui. En êtes-vous sûr? Puisqu'elle avoue quand même à son ami Hans, en disant le jour où tu as voulu faire la demande en mariage à Alicia au restaurant, tu avais la gorge tellement serrée, les mots n'arrivaient pas à sortir de ta bouche pour faire ta demande en mariage, alors que le dîner était l'essence du dîner, le but du dîner c'était cela. À un moment donné, Alicia... Mais elle a fait ça pour Alicia. Oui, mais encore une fois, c'était pour créer quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'elle a laissé quelque part, encore une fois, le libre arbitre. Par ses pouvoirs surnaturels, n'aurait-elle pas pu faire coasser, excusez-moi du terme, notre ami Hans, en faisant, même en bégayant et en disant à Alicia, écoute, ce dîner, je me mets à genoux, je te demande en mariage. Non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est un moment de faiblesse qu'elle a eu. C'est-à-dire, elle voulait être, elle a dépassé un peu ses prérogatives, l'ange. Est-ce que c'est un moment de faiblesse là? Il a voulu être, disons, pas plus royaliste que le roi, mais être d'un degré de plus de bonté, de compassion. Est-ce qu'elle n'a pas tout simplement devancé, encore une fois, ce qui pouvait être le meilleur en l'homme ou en la femme? Oui, c'est possible. Alors que, non, c'était pour vous dire, encore une fois, vos deux personnages. Suriel, lui, à aucun moment donné, hein, il va provoquer des situations, quand il provoque par exemple une bagarre, etc. Mais en fin de compte, lui, c'est pour voler le téléphone du policier ami Tino, de Hans. Il provoque des situations, hein, mais on ne voit jamais Suriel aller directement s'adresser. Il aurait pu s'adresser à une bande de malfrats, hein, à dire, bon, écoutez, je vous suggère d'aller faire une bagarre, etc. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Lui, il n'a pas eu, il faut dire que ça fait quelques jours uniquement qu'il est sur Terre. Vous pensez que c'est le temps qui fait la chose à l'affaire? C'est-à-dire que quand on lit le livre jusqu'à la fin, on sait ce qu'a fait Alicia, ce qu'il a sauvé, ce qu'elle a fait pendant toute l'année où elle est restée sur Terre. Oui, elle a plus mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Là, pour elle, ça. Oui. Elle a même appris à nager. Ouais. ça m'a amusé. Je ne sais pas nager. Et puis après, il comprend qu'elle sait très bien nager. Elle lui dit, oui, mais moi, ça fait 1 an que je suis là. Alors, les anges gardiens ont aussi des tests d'apprentissage. Elle était obligée d'assurer, de faire vivre le corps d'Alicia, donc de travailler pour que le corps puisse survivre, pour l'alimenter. Bon, pourquoi vous n'êtes pas allé, pourquoi vous n'êtes pas allé
carrément vers une sorte de roman fantastique où vos deux personnages, l'ange du bien et l'ange du mal, auraient pu tout d'un coup avoir ce qu'on voit dans des romans genre Harry Potter ou que sais-je, hein, ou d'autres romans fantastiques, hein, des pouvoirs surnaturels. Mais là, ça devient un roman de fantastique, complètement fantastique. Et pourquoi non? Et pourquoi non? Mais là, j'ai voulu que l'histoire paraisse réelle. Il y a uniquement l'ange, donc pour qu'on ne soit pas trop dépaysé. Parce qu'avec les romans fantastiques, il y a beaucoup de personnages, il y a des planètes, il y a des pouvoirs, des super pouvoirs. On voit ça tout le temps dans la télévision, dans les films récents. Mais là, j'ai insisté surtout sur les personnages, sur le changement de leur aptitude devant les événements, devant leur destin. C'est ce que j'ai voulu montrer, surtout sur les personnages, voilà, les sentiments qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent, comment ils affrontent leur vie quotidienne, comment ils affrontent un événement qui peut être un peu surnaturel, et comment ils affrontent le destin, surtout le destin et le temps qui passe. Voilà, je donne plus d'importance à ça qu'aux effets fantastiques. Et j'ai pensé que l'ange se rapprochait un peu de l'être humain, puisqu'on voit un peu les relations qu'il a avec lui tout au long du roman. Alors, l'ange du bien qui est Kim, elle se rapproche de plus en plus. Elle lui dit à Hans, bon, tu comprendras jamais le monde dans lequel je vis, etc. Mais étrangement, moi je commence à m'y habituer. C'est sympathique. En tout cas, votre monde n'est pas aussi... il a quelque chose de touchant. La musique et tout ce qui s'ensuit. Ouais. C'est surréel, pas du tout. Hein. C'est pas dans son rôle. Mais c'est-à-dire l'ange Kim va goûter un peu à la vie terrestre, sans pour autant qu'elle désire vivre sur Terre. Mais à un moment donné, hein. Non, elle avait une mission à accomplir. C'est ce qu'elle a fait pour Hans, c'est surtout par compassion. En même temps, elle goûtait un peu à tout ce qui est terrestre, tout ce qui est dans ce monde d'ici-bas. C'est pas un péché, ça? C'est de l'imagination. C'est de l'imagination. Non, mais j'entends bien. Mais on imagine, on aurait pu imaginer. Il y a une telle aura de pureté autour de l'imaginaire de ce qu'on appelle l'ange gardien. Hein. C'est pas l'ange malveillant. Au contraire, l'ange malveillant, c'est celui qui va pousser à la roue vers tout ce qui est le plus matériel chez l'homme, tout ce qui peut être franchement le moins intéressant, le moins mystique. Elle dit pas non. Les nourritures terrestres... Elle commence à les apprécier. Oui. Comment vous avez pensé ça quand vous avez construit votre personnage? Je sais pas, c'est venu comme ça. Hein. C'est-à-dire, c'est l'influence. Ah, ça vient jamais comme ça, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est-à-dire, quand on écrit un roman, c'est l'influence de tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu comme film, tout ce qu'on a ingurgité comme roman, tout ce qu'on a entendu parler autour de nous, toutes les histoires, tous les contes, tout ça, fait qu'à un moment donné, on écrit une histoire. Et sans le savoir, c'est-à-dire inconsciemment, peut-être qu'on est influencé par tel ou tel auteur ou tel événement, spontanément, on a une histoire qui commence à prendre la route. Et au fil de l'histoire, parfois, il y a des choses qui changent. Quand j'ai commencé à l'écrire, je savais un peu la fin. Mais au cours des derniers chapitres, il y a des choses que j'ai modifiées un peu en fonction de l'histoire. C'est-à-dire, au fur et à mesure, je trouve des choses qui étaient plus croyables que d'autres, plus vraisemblables que d'autres. C'est-à-dire que les
pratiquement, je dirais, à partir du 5e, 6e jour. Hein. Oui, quand il rencontre, après avoir rencontré l'ange. Après avoir rencontré L'ange, non, c'est ça? Oui. Mmh. Bon, ça s'accélère dans un autre mouvement, complètement. Ouais. Il y a une course-poursuite effrénée de voitures, on rentre carrément dans un roman policier, là. Pour créer une ambiance de suspense. Oui, mais avouez qu'on rentre plutôt dans... On n'a même plus l'impression que ce sont deux êtres, je dirais, supranaturels, qui se poursuivent l'un l'autre, l'un poursuivant un but honorable, sauver l'âme de Alicia, et Suriel qui lui tente de diaboliser, d'enlever, d'amener aux enfers deux âmes, celle de Kim et celle de Alicia. Ça va en crescendo, donc pour atteindre la finalité, il fallait que les événements se bousculent à la fin pour qu'il y ait la délivrance. Oui, mais vous avez abandonné un côté mystique, je dirais, vers la fin. On ne peut pas le gratter indéfiniment. Il faudrait trouver une issue à ça. Vous n'avez jamais été tenté par le roman policier? Non. C'est-à-dire, il faudrait faire de la recherche, peut-être. Il faut traiter un peu de... s'imprégner, plonger un peu dans le monde policier pour avoir plus d'idées. Pourquoi vous aimez Mahmoud Arwa quand vous écrivez, alors que ce soit des scènes, des endroits géographiques, hein, vous êtes fasciné par les gares. Hein. C'est pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne rejetez pas la faute sur vos personnages, c'est vous qui les avez créés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une gare. Non mais vous aimez les gares, vous aimez les places. Hein, c'est quelque chose qui est... C'est là où il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens qui passent, qui traversent la ville. Ça, vous aimez un personnage solitaire qui se trouve, comme on dit, bon, maintenant c'est un terme qui n'est plus employé, mais avant, dans pratiquement toutes les gares du monde, il y avait ce qu'on appelait la salle des pas perdus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ben, la salle des pas perdus, c'est parce que c'est quelqu'un qui tout d'un coup se retrouve complètement solitaire dans une foule qui bouge, dans une sorte de tourbillon comme ça. Chacun sait où il va, l'autre va acheter un ticket, l'autre va acheter un journal, l'autre en train de chercher son mari ou sa femme qui s'est perdu dans la foule. C'est très bien comment dans une grande gare. Puis là, c'est pas des petites gares, hein. Excusez-moi, hein. C'est pas la gare de Tarf ou de Relizane, hein. C'est une ville. Bah, c'est des monstres. La gare de Cologne ou la gare de Bonn, c'est une ville. Hein. C'est une ville. C'est comme les immenses aéroports dans le monde, c'est des villes où on voit de tout. On voit toutes les catégories sociales, pratiquement toutes les races du monde qui se croisent, qui s'entrecroisent. On a l'impression que chacun est affairé à quelque chose. Et puis au milieu, il y a une personne qui semble être seule, perdue, et qui... mais vous aimez ça? Non, là, je parle au romancier, pas à celui qui a écrit cela. Un romancier, en général, il est observateur. Donc, durant toute ma vie, quand on se déplace, on voyage partout là où on est, on regarde les gens, comment ils vivent, comment ils se déplacent. On peut imaginer que chaque personne qu'on voit dans la rue, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel est son souci actuel, qu'est-ce qu'il va faire demain, c'est ça, c'est l'imagination qui continue toutes ces observations, je pense. Sinon, on ne pourrait pas écrire une histoire sans imaginer ce que l'autre peut faire ou ce qu'il peut être. Alors, maintenant, vos personnages, je dirais vos 4
principaux personnages. Je laisse de côté Alicia, parce que c'était un personnage fantôme. Vous commencez par elle, et puis vous finissez par elle. Évidemment, c'est une sorte de résurrection, je dirais. Est-ce que c'est une renaissance? Est-ce que c'est une résurrection? Vous qui êtes médecin, anesthésiste et animateur, on peut se poser la question, mais c'est les personnages principaux qui sont ô combien, on se demande comment ils se connaissent. Hein. Tony est un policier à la dérive parce que il est en plein divorce, et il perd la garde de son enfant, Tom, qu'il adore. Bon, il sombre un peu dans un peu tout, hein, dans l'alcoolisme. Ils se sont rencontrés, c'est-à-dire lui et Hans, dans les hôpitaux, puisque souvent on ramène des patients. Oui. C'est pour ça qu'ils ont eu l'occasion de se rencontrer. Bon, alors ils sont complètement différents l'un de l'autre. Hein. Mais il y a un moment où ils se rapprochent, en raison de ça, de leur profession. Tony va dans une vie un peu de patachon, dans un appartement qui est un véritable capharnaüm. Hein. Hans, on va voir qu'il va changer, hein. C'est intéressant. Enfin ça, je vais laisser le soin à vos futures lectrices et lecteurs. Pourquoi il change petit à petit dans le roman? Lui qui était bien... c'est le méthodique. Ordonné. Il est presque plus que méticuleux, et là, ça en devient un peu lourd. Hein. Comme dans un bloc opératoire, tout est arrangé, tout est à sa place. Bien qu'il y ait des médecins fantaisistes. Hein. Ils peuvent être excessivement méticulés et rangés au bloc opératoire et très fantaisistes chez eux. Oui, c'est possible, bien sûr. Ça pourrait être votre cas. Non, moi je suis plutôt ordonné. Tout le temps? Avant, j'étais plus ordonné. Maintenant, de moins en moins, quand il y a beaucoup de choses à faire, oui, on laisse un peu... Je crois que si on écrit de la poésie, des nouvelles et des romans, si on pense au travail, on commence un peu plus à être un peu plus désordonné, un peu plus poète, un peu plus bohème, je dirais. Alicia, c'est plutôt... elle est plutôt un peu carrée quand même. Elle n'est pas faux folle. C'est à peu près le contraire de Julia. Julia, elle, c'est plutôt la vie, et avant la musique, et je vis, et puis alors que elles font, je crois, les mêmes études, mais non, c'est pas... vous avez construit des sortes de couples, hein, antinomiques, qui sont fort sympathiques. Et puis avec Walter qui passe au milieu, comme ça, le journaliste. Hein. Walter, oui, pour amener un peu d'humour dans l'histoire, et pour corser un peu de piment. Du piment, oui. Nous arrivons malheureusement au terme de l'émission. Mahmoud Arwa, Un ange chez MacDonald, paru aux éditions Bardadi, en tout cas un roman très étrange, d'abord parce que, encore une fois, vous avez choisi un pays étranger pour la trame, c'est-à-dire l'Allemagne, et principalement, encore une fois, deux villes, Bonn et Cologne, qui sont très 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 différentes en plus les unes des autres, hein, parce que Bonn est une ville qui a été pratiquement totalement rasée, alors que Cologne reste, grâce à sa cathédrale, encore une ville ancienne, du Moyen-Âge. La cathédrale n'a pas été touchée par la guerre mondiale, tout le reste a été touché. Voilà, à part la cathédrale, heureusement d'ailleurs. Et puis, deuxième étrangeté de votre ouvrage, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, c'est que ça tient, encore une fois, d'un roman mystique, fantastique, presque à la fin policier, mais où c'est l'amour qui triomphe malgré tout, malgré eh bien, les forces du mal, et peut-être avec l'aide des forces du bien, qui font que, en tout cas très agréable à lire, bien écrit, avec un bon suspense, et une sorte de calendrier que l'on suit
à travers vos chapitres, au début jour par jour, et à la fin quasiment seconde par seconde. Merci mille fois encore Mahmoud Arwa. Merci. Un an chez McDonald's, édition Bardadi. Je rappelle les titres de vos autres ouvrages. De la poésie avec Fenêtre sur rêve, des nouvelles avec Comme un boomerang, un roman L'enfant qui ne pleure jamais, et enfin un essai sur le fameux philosophe et médecin Ibn Rushd. Là, j'ai pas mentionné tous les ouvrages. Vous n'avez pas mentionné, il y en a d'autres. C'est l'histoire de la médecine. Évidemment, des ouvrages de médecine, des ouvrages scientifiques. L'histoire de la médecine, c'est comme Ibn Rushd. Il y a le cœur dans la médecine arabe, il y a l'anesthésie et réanimation dans l'histoire de la médecine arabe. Il y a aussi oui, mais alors attendez, là on est dans une mission littéraire. Oui, c'est pour signaler les ouvrages. Oui, mais la vie de...